Bonjour à tous pour cette... C'est le signe, j'ai cru. Bonjour à tous pour cette conférence sur le Burkina Faso, petit pays de 18 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest, confronté aujourd'hui à de nombreux défis. Défis sécuritaires, comme on l'a vu en début d'année avec les attentats à Ouagadougou. Défis au niveau de la transition démocratique également. En effet, depuis 2014, un processus de transition est à l'œuvre avec le départ de l'ex-président Blaise Compaoré. Et défis au niveau du développement humain et économique. Peu avant la conférence, le conférencier me disait qu'il y avait par exemple une ONG pour 20 km² ou 1000 habitants au Burkina Faso, alors qu'ils sont aujourd'hui dans les mauvais élèves au niveau du développement humain, 183e pour un indicateur qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain, sur 187. C'est en particulier sur ce sujet que la conférence d'aujourd'hui va porter, conférence par Bertrand Sajaloli. Bonjour. C'est l'habitude de la radio, le bonjour, mais ne vous en faites pas. Qui est maître de conférence à l'université d'Orléans et qui est aussi, me disait-il, un peu schizophrène. En effet, il est aussi vice-président de l'association S'entraider, qui regroupe à peu près 1000 partenaires, mais je pense que vous en parlerez au cours de la conférence pour tout ce qui est aide au développement. La conférence va s'articuler avec environ 40 minutes de conférence et ensuite une quinzaine de minutes pour les questions du public et peut-être que j'aurai aussi quelques questions. Bonne conférence. Oui, bonjour, merci pour cette introduction. Oui, effectivement, je suis un petit peu schizophrène puisque le chercheur que je suis n'est pas censé juger l'acteur que je peux être. Et donc, je cumule des fonctions un petit peu contradictoires puisque je suis, maître des conférences à l'Université d'Orléans, beaucoup de recherches depuis une dizaine d'années en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, plutôt ou bien sur l'agroécologie, ou la diffusion de modèles de développement alternatif agricole, ou bien sur un audit ou une évaluation de l'aide au développement. Je suis vice-président du réseau S'entraider, qui est un des 15 réseaux français des réseaux régionaux multi-acteurs. Et parallèlement, je suis aussi président d'une petite ONG que j'ai montée dans le nord-ouest du Burkina Faso. Donc c'est bien une posture de chercheur engagé que je vais défendre ici, la schizophrénie se résolvant assez facilement dans la mesure où les scènes sociales des différents travaux n'étant pas la même, et on peut relativement s'en sortir. Le travail que je vous présente, voilà. Donc l'aide au développement, c'est une préoccupation qui est croissante, y compris en termes géopolitiques. Et quand on regarde la litanie des programmes mondiaux et des incantations internationales qu'il peut y avoir à ce sujet, la liste est importante. Objectifs du millénaire pour le développement, conférence de Monterrey sur le financement, déclaration de Paris en 2005, programme d'action d'Accra au Ghana en 2008, forum sur l'efficacité de l'aide de Busan en Corée du Sud en 2011, lancement du partenariat mondial en 2012, dont je vous ai mis un petit flyer immédiatement à côté, et lancement en 2015 d'une norme internationale par l'initiative internationale pour la transparence de l'aide, et de même que vous avez sur la droite de la diapo les 8 objectifs des objectifs du millénaire pour le développement qui, vous savez, tous les 4 ans redéfinit les programmes et refinance des tranches, etc. Donc on voit qu'au niveau international, au niveau aussi bilatéral, c'est-à-dire dans les relations d'État-État, au niveau des collectivités territoriales, que ce soit des conseils régionaux, conseils départementaux, communes, ou alors au niveau des ONG, l'attention que l'on porte à l'aide internationale est extrêmement forte. Les masses financières qui sont mobilisées par cette aide internationale sont absolument considérables. Donc c'est autour de ça que l'on voit un petit peu. Par contre, de l'autre côté, la tristesse, le dépit, la dureté des temps fait que l'efficacité est assez faible. Alors, d'une part, malgré l'ampleur des moyens déployés, c'est d'ailleurs bien pour ça que les derniers grands congrès internationaux visent plutôt à renforcer l'efficacité de l'aide, et surtout par rapport aux besoins des populations et des territoires. Et l'objectif de cette conférence, ça va être de voir pourquoi,
qu'est-ce qui se passe, en quoi on peut étayer concrètement de tels propos qui avaient été lancés en particulier en janvier 2009 par le ministère des Affaires étrangères et par France Coopération, et en particulier par une émanation de France Coopération qui s'appelle Cité Unifrance, qui rassemble toutes les collectivités territoriales qui sont engagées dans des actions de coopération décentralisée. Alors, je reprends les conclusions de ce constat. Développement d'un tissu de relations et d'échanges. Le modérateur le disait tout à l'heure, le Burkina Faso, c'est totalement cinglé. 16 000 ONG françaises ou étrangères, à peu près 17 000 pour un pays qui a à peu près 17 millions d'habitants, qui est grand comme la moitié de la France, et on arrive à ce résultat totalement hallucinant d'une ONG pour 1000 habitants et d'une ONG pour 20 km². Donc évidemment qu'il y a un tissu de relations et d'échanges qui se sont créés entre les Burkinabés et les partenaires du Nord. Il ne faut pas désespérer Billancourt, comme disait Sartre. Il y a aussi de nombreuses opérations concrètes qui vont améliorer les conditions de vie des paysans, des puits, des constructions d'écoles, des constructions de latrines, des équipements, etc. Il n'y a pas que des échecs. Mais quand on regarde, et ça avait été une des missions que m'avait confié le conseil régional de la région Centre, qui s'appelle aujourd'hui Centre Val-de-Loire, quand on regarde les limites, c'est qu'il y a quand même un réel problème d'appropriation et de pérennisation des actions. Je vous donne un exemple simple. Il y a entre la ville de Châteauroux et la ville de Bitou, qui est la frontière avec le Ghana, des accords de coopération décentralisés, un comité de jumelage depuis une trentaine d'années. Et une de leurs dernières actions avait été d'installer une trentaine de puits qui étaient mus par une force solaire, donc des panneaux solaires avec une pompe, la construction d'un petit... comment on appelle ça ? Un petit château d'eau, voilà, merci. Un petit château d'eau. J'y suis allé 2 mois après la fin des opérations et sur les 30, il y en avait 27 qui n'étaient plus en fonctionnement. C'est-à-dire que, voilà. Et alors, on va s'interroger pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, vous voyez ? Parce que il y a des problèmes de panne, d'entretien, il y a des problèmes d'équipement, de systèmes de gestion éphémères. Mais c'est aussi parce que quand on met des techniques, on peut avoir techniquement raison et culturellement tort. Et si on essaie de transmettre des techniques qui sont trop complexes, que les sociétés locales ne se sont pas appropriées, sachant que la grande valeur là-bas, c'est davantage le fil électrique que le panneau solaire, très rapidement, ça ne marche pas. Des problèmes de jumelage qui consistent très souvent à donner les anciens camions poubelles, les anciennes ambulances, les anciens, etc., sans réellement ce qui est le besoin réel des collectivités territoriales burkinabées, c'est-à-dire d'avoir une aide sur comment gérer, comment former les populations, comment s'équiper, etc. Donc voilà, une immense générosité, de grands moments de convivialité lors des échanges. On reçoit le comité de jumelage de Tenkodogo, de tel endroit dans la ville, à grand renfort de discours d'amitié franco-inabé et d'espérance que tous les peuples auront à vivre un jour demain ensemble. Mais concrètement, si vous voulez, et les choses changent heureusement dans cette rubrique, des jumelages qui ne sont pas formidables. Et enfin, finalement, des effets des échanges mutuels sur les populations et l'organisation incertains. J'y reviendrai un petit peu par la suite, parce que dès lors que l'on met les populations burkinabées ou les responsables ou les collectivités territoriales dans une position de réception, on renvoie à, vous savez, les théories d'un sociologue qui s'appelle Mauss, qui est la théorie du don contre don. Donner, c'est forcément créer une relation de dépendance entre celui qui donne, entre le donneur et celui qui reçoit, et une relation de dépendance qui est extrêmement problématique dans la mesure où la conception du bien, la conception du moderne, la conception de ce qu'il faut faire ne sont pas partagées. Et donc derrière l'acte de don, il y a très clairement, sans même que les donateurs en aient conscience, surtout quand, enfin j'allais dire surtout non, je ne peux pas égratigner toutes les petites paroisses catholiques qui envoient des biens partout, mais ce
que je veux dire, hein, il y a des conceptions de le rôle du religieux, le rôle de la femme, le rôle de l'enfant, le rôle du bien, le rôle de l'appropriation sociale. C'est à moi, c'est pas à toi. C'est-à-dire qu'on impose une culture à travers ça sans même s'en apercevoir. Et donc finalement, hein, le constat qui n'est pas le mien, hein, qui est le constat donc de Cité Unifrance, hein, et qu'il y a finalement, c'est un petit peu compliqué. Et donc les objectifs sont non remplis. Ils sont non remplis faute d'un manque de compétences des acteurs de l'aide au développement, hein, en matière d'accompagnement de leurs partenaires. Et en particulier, c'est une des grandes raisons de l'échec, c'est-à-dire qu'il y a encore un trop grand nombre d'actions qui sont faites sans qu'elles puissent être étayées, suivies, relayées par des partenaires locaux, y compris quand ces partenaires sont des partenaires publics. Hein. Je vous parlerai un petit peu tout à l'heure de Tenkodogo. Tenkodogo, qui est la 6e ou 7e ville du Burkina. Le maire... Hein, il y a un problème des mairies, parce que vous savez que les élections ont lieu le 22 mai prochain et que les mandats des maires ont été suspendus en janvier de 2015, hein, ce qui ne facilite pas en ce moment l'action des partenaires du Nord. Mais le maire de Tenkodogo, enfin le maire non actuel, mais le précédent, mais quand même toujours assez présent sur son territoire, hein, disait qu'il y avait 45 ONG sur sa ville dont il ne connaissait ni l'existence, ni ce qu'ils étaient en train de faire. Comment admettre, si vous voulez, enfin mettez-vous à la place d'une commune qui a 20 ou 30 000 habitants, comment admettre que des puissances étrangères, en plus c'était l'église bénonite canadienne, je n'ai pas de discours antireligieux, hein, elles font un boulot qui est absolument formidable, mais vous voyez, là aussi ça pose problème. Hein, donc, vous voyez, comment gérer tout ça, enfin, quand on est simplement élu et qu'on est responsable et qu'on n'est même pas au courant, sachant qu'évidemment, le budget de l'ensemble des associations qui intervenaient en Tenkodogo était de l'ordre de 3 fois plus important que le budget de la commune de Tenkodogo. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a un problème de gouvernance locale qui est absolument terrible. Alors, en raison aussi d'une mauvaise appréciation par les acteurs français des besoins de leurs partenaires, hein, c'est très compliqué de comprendre. Enfin, pour ceux d'entre vous qui sont allés en Afrique, ceux qui iront, ben, la notion du partage, la notion du valeur, la notion du vivre ensemble, la notion de ce qui est bien n'est pas du tout la même. Les relations familiales ne sont pas les mêmes. Les relations entre les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Très souvent, par exemple, ben, dans les hiérarchies, le respect de la collectivité, enfin le respect du groupe qui passe par le respect des anciens, hein, par la vieille, hein, c'est-à-dire par la personne la plus âgée, par la maman la plus âgée, ou bien par le grand-mère, est beaucoup plus important que la réussite d'un projet. Parce que le respect de la collectivité est plus important que la réussite industrielle. Donc si vous arrivez avec un projet qui est très bien techniquement, très bien financièrement, mais qui ne passe que par les mains d'un petit, c'est-à-dire de 2 ou 3 générations après, et sans que le personnage charismatique du groupe, hein, celui qui est l'âme, hein, dans ces sociétés, ce que les anthropologues appellent les sociétés patrilinagères, eh ben, ce projet, il est sûr qu'il va, dans la mesure où il menace l'ordre collectif, il va être dénoncé par cet ordre collectif, et dès que les partenaires du Nord vont être partis, ben, il va disparaître. C'est-à-dire que vous voyez, faute d'intégrer la culture de l'autre, ben, très souvent, tous les projets de développement, qui peuvent être techniquement ou par rapport à un système de valeurs qui est le nôtre, voilà. Je suis très frappé d'ailleurs aussi par rapport à l'argent. Je veux dire, on accorde une importance à l'argent, à la réussite, en disant mais tu vas gagner de l'argent, etc. Ben, c'est pas un tout l'argent. Non pas que les Africains ne soient pas intéressés par l'argent, hein, parce que voilà, la corruption est à la limite, ce d'autant plus qu'ils en ont aussi, hein, beaucoup moins de nous, et que le peu qu'ils arrivent à glaner, hein, est sans doute plus essentiel à leur existence qu'à la nôtre. Hein. Mais il n'a pas la même valeur, c'est-à-dire dans le fonctionnement d'un groupe, dans le fonctionnement d'un individu, les circuits de l'argent, la valeur de l'argent ne sont pas du tout les mêmes. Et aussi, alors, donc ça pour le coup c'est la faute, hein, des acteurs du Nord, hein, des petites ONG, mais aussi beaucoup de collectivités territoriales. Hein. Les comités de jumelage ont fait... voilà, ça a été un peu affolant, hein, de voir le travail qui a été fait pendant des décennies, mais aussi parce que les acteurs du Sud, et plus particulièrement du Burkina Faso, ben, ils ont du mal à se situer sur ce plan par peur de perdre les bénéfices matériels actuels que leur apportent les relations. Au Burkina Faso, le non n'existe pas, et donc il faut décrypter. C'est-à-dire que quand on vous dit « Ah ben j'ai tel projet, tiens, je ferai bien un puits à tel endroit », ah oui, oui, c'est bien. Mais il y a un oui qui veut dire non, un oui qui dit mais et un oui qui est enthousiaste. Et il faut
rester très longtemps au Burkina Faso, très bien connaître les partenaires pour savoir quel est le oui-oui ou quel est le oui-non. Et donc, conclusion, parce que j'aime bien les exemples précis, vous avez une formidable ONG qui s'appelle Action contre la faim, ACT, qui a créé un puits au milieu d'un village parce qu'ils avaient observé que les femmes faisaient 800 mètres pour aller chercher l'eau, etc., sans demander évidemment l'avis aux femmes. Hein. Et ça a coûté quand même 1 million de CFA, ce qui n'est pas une petite somme, ce n'est pas une grosse somme pour ACT, mais ce n'est pas une petite somme. Et ce puits, les femmes ne s'en sont jamais servies. Pourquoi? Parce que ce qu'elles voulaient justement, c'est être entre elles pendant 500 mètres ou 600 mètres pour aller faire le chemin jusqu'au puits. Autour du puits, il y avait la constitution d'un groupe féminin et elles échappaient pendant un moment, non pas au pouvoir de l'homme, mais il y avait un lieu de l'entre-soi. Ouais. Et faute simplement d'avoir observé pendant 20 minutes ce qui se passait dans le village et pourquoi les femmes allaient là à cet endroit, on a construit des équipements qui ne fonctionnent pas. Mais de l'autre côté, il y a une responsabilité du groupement des femmes. Parce que quand au groupement des femmes, on leur dit que vous avez besoin d'un puits ici, de peur que ACT ne revienne jamais, elles ont dit oui, 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 ça nous éviterait de marcher. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, là, la responsabilité, il ne faut pas non plus... Hein, il y a le bouquin d'un ancien journaliste du Monstre qui s'appelle Philip Smith, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Négrologie, qui a une quinzaine d'années, qui disait que oui, il y a une responsabilité également des partenaires de l'Afrique de l'Ouest dans le mal développement. Alors finalement, moins policé, le constat, c'est celui de l'échec de l'aide au développement, surtout si on l'entend, non pas comme une croissance des différents indicateurs économiques, mais bien selon la définition la plus couramment répandue, celle de Kunaya Khan en 2007, comme l'amélioration du bien-être de la population et la possibilité de se construire un projet personnel ou un projet collectif. Et partout en Afrique de l'Ouest, et notamment au Burkina Faso, un petit peu moins peut-être depuis qu'il y a quand même, depuis 4 ou 5 ans, des taux de croissance qui sont entre 4 et 8% de le continent, mais presque partout, en tout cas dans les campagnes, la misère chasse la pauvreté et finalement, l'aide devient plus un devoir pour les pays qui sont aidés, plutôt que c'est plutôt une contrainte et c'est plutôt une espèce de fourche codine pour pouvoir s'adapter. Je vous ai mis 2 images, moi, de Ouagadougou. Vous avez le nouveau centre commercial qui est dans Ouaga 2000. Donc voilà, je ne sais pas quel est le nom du centre commercial à Grenoble, mais il doit y en avoir. Voilà. Il n'y a absolument rien d'africain. Ouaga 2000 qui a été financé par la coopération décentralisée. Il y a des immenses cités éloignées les unes des autres avec des grands murs. Et même les Burkinabés n'y vont plus parce que ce n'est pas de cette manière-là qu'on vit en Afrique, même quand on est haut fonctionnaire de l'État. Parce qu'on souhaite, et tous les gens ont réintégré les quartiers chics de Ouagadougou, la zone du bois, etc., dans lequel il y a de très belles cités, mais il y a tous les 200 mètres des échoppes, des cafés et des lieux dans lesquels on peut se rencontrer. De même que vous voyez ici la sortie de Ouagadougou en direction de Bobo, qui a été confiée à Bouygues et Bolloré. C'est un des grands plans de financement, mais voilà, on a l'impression de quitter Grenoble. Et ce que je ne vous ai pas mis à côté, c'est qu'à côté de cet échangeur, vous avez des échangeurs absolument géniaux, mais qui débouchent sur, en plein Ouagadougou, sur 95% de la ville qui n'est pas bitumée. Et c'est-à-dire qui est sans égout, sans un système d'assainissement, qui est un bourbier pendant les 3 mois de saison des pluies et qui est un enfer tellement de chaleur et de poussière, le reste. Donc là aussi, on peut se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par goudronner les roues qui intéressent le 1,5 million de Ouagalais plutôt que de faire des opérations de prestige de ce type. Donc vous voyez, une acceptation et en plus, derrière le financement de ces grandes actions, il y avait aussi le fait que le FMI, la Banque mondiale, avait imposé que les Burkinabés se retirent du système de la santé, du système de l'éducation, et c'est ce qu'on appelait le plan d'ajustement structurel pour privilégier une économie de marché. Donc vous voyez finalement voilà, un constat qui est assez désespérant, qui est brutal aussi aujourd'hui pour d'autres raisons, parce qu'il y a des difficultés financières des pays donateurs. Regardez le déficit budgétaire de la France. Et que, oui, il est tentant de faire un petit peu des économies sur l'aide à autrui. Les crises migratoires
Et la difficulté de vivre en France fait que, voilà, au moment où on a du mal à accueillir des centaines de milliers de Syriens ou d'Afghans, qu'on dit ça va poser problème, donc du coup c'est aussi, enfin vous voyez, ça met une espèce d'opprobre sur tout ce qui est l'étranger. Et aussi, j'ai oublié de mettre la carte, mais beaucoup d'entre vous la connaissent, aussi les problèmes de sécuritaire qu'il peut y avoir en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, au moment, c'est un peu compliqué. Le ministère des Affaires étrangères a mis une zone rouge qui va du Niger jusqu'à la Côte d'Ivoire. La zone de Bobo est en orange, tout l'est vers le parc du W est en orange. Et donc, vous avez des milliers d'ONG qui ne peuvent pas travailler facilement parce qu'elles ont une interdiction de rencontrer leurs partenaires et de se rendre dans le secteur. Et d'ailleurs, à la dernière réunion du groupe Burkina Faso, le 11 mars dernier, donc la semaine dernière, de Cité Unifrance, le responsable de la DAECT, c'est-à-dire de la Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, vous le lisez comme moi, la coopération décentralisée ne se porte pas bien en France. Donc beaucoup de collectivités territoriales sont en train d'arrêter les financements qui, au demeurant, avaient déjà considérablement baissé. Donc vous voyez un constat qui est quand même un peu triste. Ce qui nous amène à dire que l'aide publique au développement, au mieux, c'est une utopie. Vous voyez, on peut la considérer comme le développement durable, une espèce de catéchisme postmoderne. Voilà, il va y avoir de la croissance, on va être tous ensemble, on va respecter l'environnement, la différence culturelle, etc. Mais c'est bien les catéchismes. Je vous rappelle quand même que, voilà, je refais un peu mon catho de base, mais les 10 commandements nous déterminent que l'on soit chrétien ou que l'on ne soit pas. C'est quand même ce qui détermine aujourd'hui notre manière de vivre ensemble et de nous respecter. Ça forme une éthique. Et qui est un socle social dans lequel les individus et les groupes peuvent fonctionner, etc. Donc je n'ai rien contre l'utopie. Seulement, voilà, il faut peut-être savoir que c'est une utopie. Et au pire, c'est un cynisme, puisque finalement, on voit beaucoup dans les relations bilatérales, c'est une manière d'acheter des marchés, d'intégrer des pays dans des mouvances et dans des grands réseaux de l'économie libérale. Et vous avez une expression que j'aime bien, qui est donnée par une anthropologue, Maryvonne Charmillot, dans un article qui s'appelle « Aider, c'est pas donner, aider, c'est se donner ». Et elle montre bien dans cet article où elle interroge, elle fait des entretiens sur des opérateurs de l'aide, et elle montre bien que dès lors, vous savez, pour avoir de l'argent, donc la région ou l'État ou l'AFD va vous demander, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais alors, immédiatement après, il faut mettre des indicateurs de suivi. Il faut que tous les 3 mois, si l'objectif est scolariser les filles, qu'on arrive à prouver que grâce à l'argent qui a été investi, plus de filles sont scolarisées, etc. Et finalement, on impose, c'est ce que je vous disais, on impose des valeurs, un système, etc. Et même si c'est les opérateurs du Nord, comme finalement, c'est ce qu'on appelle en sociaux le chemin du sentier, finalement, les opérateurs du Nord, ça va être les premiers, les Burkinabés, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui une classe de notables burkinabés qui sont les intermédiaires entre les partenaires du Nord et les populations locales. Ils sont eux les plus aptes à s'approprier un discours. Vous savez qu'il n'y a pas pire bourgeois que celui qui vient de rentrer dans la bourgeoisie et qui va cumuler, c'est Bourdieu qui nous le dit, et qui va cumuler tous les oripeaux, le carré Hermès, etc. etc. Voilà. Et il se passe un petit peu, toutes choses étant égales par ailleurs, il se passe un petit peu la même chose. C'est-à-dire que les opérateurs du Nord, les Burkinabés qui sont instruits, qui sont à la tête des associations, s'emparent très rapidement de ça. Alors, notre cheminement, ça a été de suivre un petit peu au Burkina Faso ce réseau des acteurs de la solidarité internationale et après d'insister un peu en conclusion sur une approche culturelle de l'aide. Moi, je fais partie des gens, c'est ce qu'on dit à s'entraider aux ONG en disant « allez vous asseoir ». Asseoir au Burkinabé, ça veut dire rester. Voilà. Et ne faites rien, n'ayez pas de projet. Allez dans le village, passez-y 15 jours, 3 semaines, passez-y 1 an. Rencontrez des gens, comprenez ce qui se passe, ouvrez les yeux. Et après, petit à petit, dites que vous voulez faire quelque chose et essayez de co-construire un projet pour intégrer les différents éléments. Alors, évidemment, il y a des partenariats, des financiers, des missions d'audit.
voilà, ça ne vaut pas très très cher les missions au Burkina Faso, mais quand on y va 2-3 fois par an, hein, donc forcément, il faut bien qu'il y ait un cadre qui propose un petit peu tout ça. Je passe très rapidement sur la présentation du réseau Centraidé, parce que j'ai débordé, qu'en plus, ce n'est pas le cœur de ce que je voulais vous dire. Vous avez un très beau site hein, qui est www.centraidé.org et vous saurez tout sur le réseau. Hein, c'est un réseau qui a une quinzaine d'années. Nous avons 5 missions: identifier, informer, former, mettre en réseau et accompagner. Hein, donc 1028 acteurs recensés, des acteurs qui sont ou des collectivités territoriales ou de toutes petites associations 1901, des grandes ONG affiliées ou un collège qui est, un collège d'acteurs privés. Et pour revenir au thème de cette conférence, hein, on a à peu près la moitié de nos partenaires, hein, des membres du réseau qui interviennent en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest. Et vous voyez, dans les domaines, c'est l'éducation et la santé hein, et l'éducation santé qui restent à peu près les 2 domaines. Hein. Là, c'est le nombre d'actions hein, que l'on peut voir hein, qui restent les plus courants. Alors, on a après des actions voilà, plus classiques hein, d'animation de réseau, faire des lettres, former hein, dans des sessions qui durent ou une journée ou 3 jours pour apprendre aux gens à monter un projet. Mais dans cette logique, hein, en disant le plus facile, finalement, c'est trouver l'argent. C'est pas le plus difficile, c'est concevoir un projet qui tienne à peu près la route, hein, mettre en réseau, se rencontrer et accompagner directement tous les porteurs de projets. Et Centraidé est un des 14 réseaux régionaux multi-acteurs dont vous voyez la carte aujourd'hui. Alors, la carte qui est à la fois vieille et un petit peu vieille, parce que je sais quand même bien que les régions ont changé, mais les réseaux n'ont pas encore... et voilà, et c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a des rivalités de réseaux, parce que... voilà, et donc c'est en cours, hein, mais... pour le moment, la carte des réseaux régionaux ne correspond pas encore aux cartes des régions françaises. C'est ce que souhaiterait le ministère, parce qu'évidemment, ça fait faire des économies d'échelle, hein, mais les choses ne sont pas encore faites. Alors, pour essayer de voir ce qui se passe au Burkina, au sein de Centraidé, on a eu tout un travail de mise à jour de la base de données, de création de systèmes d'information géographique, voilà, gestion de ressources informatiques, je vous passe le détail, beaucoup d'entretiens aussi, hein, pour que les gens nous fassent en disant, voilà, vous avez eu un projet, ça a foiré, pourquoi, ça a marché, pourquoi, quelle est votre analyse, hein, donc un recueil de... Et aussi des missions au Burkina, hein, donc 2 en particulier assez longues en 2011 et l'an dernier, pour observer ce qui se passe, voir quelle est la perception par les personnes à qui s'adressaient ces opérations d'aide et essayer de mettre en place hein, des facteurs de pérennité des actions menées. Alors le constat, on l'a vu tout à l'heure, hein. Alors le premier chiffre, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi. Hein. L'ambassade de France, avec qui je suis en contact étroit, ne recense aujourd'hui, j'y suis encore allé ce matin, sur le site de l'ambassade, il n'y a que 143 ONG hein, qui sont identifiées françaises, hein, qui sont identifiées en France. Il y en a au moins 1200. Hein, donc vous voyez, il n'identifie qu'à peine 10% des acteurs. Le Dzong, hein, qui est en gros la direction de toutes les ONG qui est au Burkina, mais qui ne recense pas que les ONG françaises, hein, en recense 353. Je vous ai dit tout à l'heure, il y en a à peu près 16 000 à 17 000. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi. Hein, et aucune des autorités, que ce soit les autorités tutélaires, ambassade de France ou le ministère de l'aménagement du territoire et de la coopération décentralisée au Burkina Faso, ou alors même les propres maires dans leur propre commune, hein, ne savent pas ce qui se fait. Alors pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une ONG, hein? Il y a eu un nombre de thèses absolument invraisemblables. Hein. Les Scouts de France sont une ONG. Hein, quand on regarde l'éthique hein, et les objectifs du Scout de France, elle est totalement une ONG. Et elle l'est parce qu'elle a un engagement à l'international hein, dans des chantiers que les troupes de scouts peuvent mener partout dans le monde, hein, qui est absolument formidable. Pourtant, a priori, on n'identifie pas directement les scouts ou les guides de France hein, comme étant une ONG importante. Donc, vous savez, dès lors que l'on ne sait pas nommer, on ne sait pas compter.
Hein, je veux dire, c'est un petit peu la base. Hein. Le flou épistémologique, hein, le flou conceptuel qu'il peut y avoir au niveau de qu'est-ce que c'est qu'une ONG, qu'est-ce que c'est qu'un acteur de la solidarité internationale, fait qu'on a du mal à les compter. Et il y a aussi le fait que beaucoup d'ONG se disent « mais moi, je n'ai pas besoin des autres. Hein. » C'est-à-dire que moi, je les connais, mes pauvres. Hein. J'en reviens à mes petites vieilles là, dans les comités paroissiaux hein, qui disent « mais moi, je les connais, les vieilles, hein, je les connais, mes pauvres. Hein, et donc, je n'ai pas besoin de vous s'entraider, je n'ai pas besoin de citer Unifrance, je n'ai pas besoin de conseils parce que je sais ce dont elles ont besoin. » Et justement, non. Hein, d'autant plus que pour beaucoup d'entre elles, et il y a beaucoup de femmes, hein, pardonnez-moi, mais beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre eux, elles ne sont jamais allées dans les secteurs où elles donnent, ou alors elles sont sur des souvenirs d'il y a 15 ou 20 ans. Hein, c'est vrai que vous voyez, il y a... Et donc, du coup, on ne sait pas, il faut vraiment gratter. C'est-à-dire que concrètement, il faut prendre le journal officiel de tous les départements pour essayer de suivre hein, depuis 30 ou 40 ans toutes les créations des associations de loi 1901 pour savoir qui fait quoi. Donc, c'est un travail de fourmi. Hein, et donc, si on regarde quand même hein, les banques de données qui existent parmi les autres acteurs, hein, on voit qu'officiellement, il y en a à peu près 1100 qui ont été recensés par les acteurs. Et si on en dresse, la carte, ah non, voilà, je me trompais, pardon, je me trompais de bouton. Mais c'est bon, après ça va vite. Ah, attendez, mais pourquoi j'arrive pas? Attendez, j'ai bloqué le truc, je n'arrive pas. Ah, voilà. Et si on fait la carte hein, qui est uniquement réalisée à partir du tableau que je viens de vous donner, hein, on voit quand même que les ONG françaises, hein, réseau par réseau, qui interviennent au Burkina Faso, il y a quand même un nombre hein, qui est assez considérable. Surtout de toutes petites ONG, hein, c'est ce que vous voyez dans le camembert, et qui sont totalement discrètes, furtives, hein, et dont on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'elles font. Et on arrive à la conclusion hein, que je vous donnais tout à l'heure et qu'on vous a mis en pâture hein, avec le modérateur en accroche, hein, un acteur de la solidarité internationale, hein, ASSI, pardonnez l'acronyme, hein, pour 1000 habitants, un pour 20 km². Le Burkina Faso hein, est le précaré. Aucun pays du monde hein, n'est plus aidé hein, que ce pays-là. Alors, quand on regarde, hein, je suis allé chercher dans la semaine hein, les cartes hein, qui sont sur le ministère des Affaires étrangères, hein, dans le service qui s'occupe de ça, c'est le service de la DAECT. Ah pardon, écoutez, oui, j'ai fini mon PowerPoint un peu tard, j'ai oublié de le remettre, pardonnez-moi. Enfin, non, plus exactement, je l'avais retourné, mais j'ai dû avoir un souci. Enfin bon, voilà, mais c'est un peu renversant ce que je vous raconte, donc vous n'avez qu'à pencher la tête, hein, et ça ira très bien. Donc là, vous voyez, mais c'est l'idée qui est importante. Hein, dans l'idée, on voit là, vous avez les conseils régionaux, les conseils départementaux qui interviennent au Burkina Faso. Là, vous avez tout ce qui est les communautés de communes, et là, vous avez tout ce qui est les villes. Voilà. Et pour continuer dans le n'importe quoi géographique, j'ai fait une carte de synthèse qui m'est sortie floue. Et c'est très bien parce que c'est exactement ce que je voulais montrer. Hein, c'est-à-dire que on ne sait pas qui fait quoi, où. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de grand flou, de grand brouillard, hein, tellement tous les acteurs interviennent en même temps. Alors après, quand on décrypte, et c'est là où le constat est quand même un petit peu terrible, on s'aperçoit d'abord que l'aide, elle privilégie la capitale et qu'elle ignore les régions densément peuplées. C'est-à-dire que si vous comparez cette carte avec les densités et cette carte qui montre hein, l'intervention des ONG au Burkina Faso, on arrive à la conclusion qu'à la limite, plus il y a en dehors de la capitale, plus il y a de monde, moins il y a d'ONG. Voilà. Deuxième point, donc, vous savez que le Burkina est un État est un État-nation qui a une langue officielle qui est le français, mais qui est fait de 80 langues différentes, des vraies langues, hein, c'est-à-dire des gens qui ne se comprennent pas entre eux. Il y a autant de différences hein, entre le peul et le bissa qu'il peut y avoir entre le norvégien et le portugais, hein, avec des... je ne vous pas un cours de linguistique, mais il y a des langues bantoues, des langues krou. Hein, voilà, ce n'est pas des patois différents. Il y a de véritables langues, hein, des langues qui sont des langues qui ont plusieurs millénaires hein, d'attestation.
Et ces langues, dont vous voyez ici les groupes linguistiques, tout l'ouest est dioulaphone, le dioula étant un bambara simplifié. Tout l'est est moréphone, le moré c'est la langue des Mossi, et il y a une langue officielle qui est le français, qui est enseigné dans toutes les écoles. Et dans ce cadre-là, le groupe dominant qui est sur le plateau central, c'est le groupe des Mossi, dominant parce qu'en termes politiques, c'est celui qui a le pouvoir depuis pratiquement l'indépendance, depuis 1961. Et quand on regarde, on s'aperçoit que les Mossi ont capté l'essentiel de l'aide. C'est-à-dire que finalement, le gros de l'aide arrive à l'ethnie, au groupe qui est un petit peu dominant sur un plan politique. Et c'est tout à fait compréhensible, parce que c'est, même si dans tous les gouvernements depuis le début, il y a quand même si c'est pas écrit, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les ethnies sont à peu près représentées dans le gouvernement, mais les Mossi étant toujours à la tête du gouvernement, c'est eux qui sont le plus à même de rencontrer des partenaires internationaux dans les grandes scènes sociales, qui sont les rencontres, les forums, etc. Et ils ont su capter l'essentiel de l'aide. Et on arrive, alors ça c'est un petit peu au nord de Tenkodogo, dans un village qui s'appelle Wegedo. Wegedo, qui est la deuxième chefferie des Mossi, qui a été le village natal pendant très longtemps de la ministre de l'Éducation. Dans cette Mossi, il y a absolument tout. Vous avez une crèche, vous avez une bibliothèque. La bibliothèque de Wegedo, elle a plus de bouquins que la bibliothèque universitaire de Ouagadougou. Vous voyez, c'est totalement cinglé. Il y a des crèches et des toboggans, etc. Et à 10 km de là, en pays Bissa, toujours sur la même commune, il n'y a rien. Pas de sanitaire, pas d'école, etc. C'est-à-dire, vous voyez, ça crée des disparités socio-géographiques absolument terribles. Deuxième point, l'aide elle est concentrée le long des routes. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué le Burkina Faso. Déjà, c'est pas compliqué pour aller à Ouaga, c'est pas très cher. Mais même s'il y a eu des progrès récents, en particulier grâce à les objectifs du millénaire, ne sont goudronnés que les principaux axes. Donc, comme la moyenne d'âge des ONG, on serait plutôt en 60 et 70 ans, comme les transports sont difficiles, autant installer son ONG immédiatement à proximité d'une route. Or, ce que l'on sait du développement, c'est que c'est autour des routes que la misère est moins grande que dans les campagnes. Et donc on arrive à la même logique, c'est que les ONG s'installent au bord des routes, c'est-à-dire dans les régions qui finalement ont moins besoin d'être aidées que les autres. Et regardez la localisation des acteurs de la solidarité internationale de la région centre au Burkina Faso, vous en avez que sur les routes. Troisième point, de ce fait-là, l'aide ne parvient pas aux plus démunis, parce que si on compare l'indice du développement humain qui est donné ici par province et non pas au niveau du pays, on s'aperçoit en gros que plus la province est riche, plus il y a d'ONG. Et plus elle est pauvre, moins il y a d'ONG. Donc vous voyez, quelque chose qui est un petit peu paradoxal, sachant que la définition de la pauvreté par l'équivalent de l'INSEE au Burkina Faso, le fait d'avoir un vélo et un radio, et une radio était déjà un élément assez important de la constitution d'une richesse d'une famille. Dernier point, il y a une situation de concurrence entre acteurs, et je vais très vite, mais si vous prenez l'exemple, je vais vous le montrer ici, l'exemple autour de Tenkodogo. Au début, vous aviez une association. Comme à la tête des associations, il y avait quand même des gens qui ont du charisme, etc. Évidemment, le président et le vice-président se sont engueulés. Donc maintenant, il y a deux associations. À Koudougou, qui est à l'origine, qui est lié à Dreux, à Koudougou, vous avez 10 associations de Dreux qui interviennent. Et quand on refait l'histoire, vous avez 10 engueulades. Entre la ville, le comité de jumelage, les uns et les autres, etc. Et c'est compréhensible sur un plan humain. Parce que je veux dire, il faut avoir une énergie folle, il faut avoir un charisme, une activité, une autorité importante pour aller créer une ONG à l'autre bout du monde. Et donc, voilà, ces fortes personnalités font que si vous en avez 3 ou 4 dans une association, très rapidement, vous avez 3-4 associations. Il peut avoir aussi, je me fais un peu manichéen et cynique, il peut avoir aussi le fait qu'après, sur un plan pour avoir de l'argent, il est aussi parfois plus malin de créer une autre association dans un domaine particulier parce que ça va ouvrir des fonds particuliers, ce qui est aussi arrivé à Dreux, aussi arrivé à Tenkodogo. Cette situation de concurrence et à Tenkodogo, c'est assez terrible parce que de temps en temps, on s'aperçoit que l'objectif d'une association dont je tairai le nom, c'est davantage de faire mieux que l'association ennemie que de réellement aider le partenaire.
Et donc, on arrive que, par exemple, les prestations vont être payées 4 fois plus cher, hein, avec une logique très pernicieuse, hein, qui est celle des per diem. Et voilà, alors qu'à la limite, je vous dis, à 10 km, il n'y a personne, et que l'ONG pourrait dire, bon ben voilà, reste ici, je vais juste à côté. Ensuite, les situations ne sont pas simples au Burkina Faso, je vous l'ai dit, hein. Il y a des conflits autour de la réforme de la communalisation, de la politique de sécurisation foncière, hein, entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir légal. Hein, le rôle des chefferies, le rôle des chefs coutumiers, etc. Et puis, comme chez nous, il y a des histoires conflictuelles entre les villages. Donc, vous voyez, les ONG françaises ou du Nord qui arrivent, hein, elles arrivent dans un milieu, voilà, les Burkinabés, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas, enfin, voilà, c'est le mythe du bon sauvage, hein, ou relisez Tintin au Congo, hein, qui est absolument effarant, hein, dans ce côté, il y a bon, hein, gentil. Non, enfin, je veux dire, voilà, là-bas aussi, c'est compliqué. Il y a des conflits qui sont extrêmement importants. Alors, pour finir, j'ai bien vu qu'il me restait 1 minute. Hein, quels sont quand même les facteurs de pérennité? Le premier élément, c'est que prendre en compte le rôle des institutions locales et nationales. Il y a, le Burkina en particulier est un pays qui marche bien sur un plan administratif. Il y a des fonctionnaires qui font leur boulot. Il y a relativement peu de corruption. Il y a des données qui sont accessibles. Et si, par exemple, on veut construire une école, la première démarche, c'est d'aller voir le recteur ou le DPBA et en disant à quel moment il y a des besoins. Et si on construit l'école, assurez-moi que vous y enverrez des instituteurs ou des professeurs, etc. Et ce qui paraît tout simple, hein, je peux vous citer une centaine de cas dans lesquels on a construit des écoles sans prévenir le recteur et des écoles qui, aujourd'hui, ont été totalement abandonnées parce que jamais il n'y a eu ni un institut ni un prof dedans. Prise en compte des populations locales, on l'a vu à côté. Les besoins, il faut que ça parte des populations locales. Il faut s'asseoir, il faut rester, hein, il faut comprendre. Et prise en compte des populations locales aussi dans ces phénomènes qui sont culturels, qui sont très compliqués au Burkina. D'une ethnie à l'autre, il ne se passe pas la même chose. En pays Gurumtsi, ce sont les femmes qui sont au champ. En pays Peul, qui est juste à côté, la femme, vous la verrez jamais au champ. Hein, et ainsi de suite. Vous avez 60 cas particuliers et il n'y a pas de recette, hein, de recette du Nord sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, que l'on peut directement mettre. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, les relations avec les gens, qu'est-ce qui fait lien, qu'est-ce qui fait sens avant de construire un projet de développement international. Prise en compte du commerce local, prise en compte des facteurs culturels et ethniques, je vais y aller, prise en compte, hein, aussi des autres partenaires du Nord qui interviennent. J'ai un bel exemple, pas au Burkina, mais en pays Dogon, hein, qui, pendant longtemps, a été le pays. Alors, c'était absolument génial, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a une ONG de Limoges, hein, qui venait de passer une semaine, qui avait donné du matériel pour une école. Elle est partie le samedi 11h. Entre 11h et midi, ils ont tout enlevé. Ils ont ressali la salle de classe parce qu'à 14h, hein, ils accueillaient une autre ONG de Vienne, hein, qui apportait le même matériel. Et il ne faut pas leur en vouloir. Hein. Et je veux dire, c'est la faute, alors que la limite, c'est sur Internet, hein, c'est la faute de l'ONG. En plus, c'était un comité de jumelage, c'est le comité de jumelage. Hein, c'est la faute de ne pas avoir pris une recherche sur Internet qui dure 2 minutes pour savoir quelles sont les ONG en France qui interviennent sur la même thématique. Et pour finir, et quand même, parce que je ne veux pas vous désespérer, il y a un bel exemple qui est en cours de route, hein, qui est celui de Tenkodogo. Et il y a une très belle action qui a été menée par la ville de Chinon et par la ville de Tenkodogo dans le cadre du comité de jumelage et aussi suite, hein, par rapport à l'ampleur des conflits dont je vous parlais tout à l'heure, et qui ont monté plusieurs réseaux de mutualisation de villes en France, mutualisation des différentes assos, etc. Et là aussi, c'est important, à la tête de ça, je veux dire, l'argent arrive au maire de Tenkodogo. Alors évidemment qu'il y a des comptes à rendre, hein, mais c'est lui qui gère en fonction de son plan communal de développement, qui gère l'ensemble. Et on a là de beaux exemples qui, heureusement, tendent un petit peu à se développer de ce que peut être un partenariat, une solidarité internationale qui est un peu efficace, et un peu efficace, ça veut dire un peu respectueuse de l'autre. Je vous remercie. Ça avait été un peu long. Merci beaucoup. Comme vous avez vu, nous avons eu affaire à un orateur passionné qui a un petit peu dépassé son temps de parole. Donc, on va rendre par rapport à Internet, effectivement, vers midi moins 5, midi, donc ça fait que 10 minutes de questions. Mais comme c'est la dernière conférence de la matinée, après, entre nous, on peut continuer, voilà, à poser des questions à l'orateur. Je vais poser la première question en attendant que le micro se balade pour trouver un premier intervenant. J'aurais une première question. Vous parliez
du don comme une relation de dépendance. Au début, effectivement, vous avez parlé d'inutilité de projets, que ce soit avec les puits, par exemple, donc, que vous citiez au début. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté contre-productif et nocif? Je pense depuis une dizaine d'années, on a, avec par exemple l'économiste zambienne Moyo, qui parlait de l'aide fatale, une tendance, avec des arrière-pensées néolibérales très poussées, une tendance à penser que l'aide au développement qu'on apporte, en fait, les maintient dans un état peu développé, mal développé, sous-développé, peu importe l'expression qu'on veut utiliser. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet effet pernicieux de les laisser dans la dépendance? Oui, tout à fait. On sait très bien. Il y a un proverbe au burkinabé que j'aime bien qui est en disant aider, c'est pas donner du poisson, c'est apprendre à pêcher. Bon, qui est voilà, très souvent utilisé. Enfin, c'est pas très original là, ce que je suis en train de raconter, mais on le retrouve souvent. Et évidemment, il y en a un autre que j'aime bien, c'est que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Vous voyez, et effectivement, mais quand on crée les gens dans la dépendance, eh bien, on les empêche de se développer. Il y a un truc qu'on aime bien dire à Centraide en disant vous êtes là, mais considérez que vous partez dans 6 mois ou dans un an. Et qu'est-ce qui va rester de votre projet? Et si votre projet n'est pas capable de fonctionner sans vous, si dans la logique du projet, vous ne prévoyez pas que dans 6 mois, dans un an, vous ne serez plus là, ben, ce n'est pas la peine de lancer quoi que ce soit. Ça va être de l'argent et du temps perdu et des déceptions de part et d'autre. Et ce caractère nocif que vous soulignez, alors qui est très souligné en particulier, vous avez un courant de l'anthropologie française qui s'appelle l'anthropologie du développement, avec une revue même qui s'appelle l'anthropologie du développement. Et vous avez des anthropologues, des sociologues, je pense en particulier à Monsieur de Cerdan, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Michel Foucault aussi, qui a travaillé sur ces questions-là. Et ils arrivent tous à votre conclusion. Et ils remettent même en cause aujourd'hui le principe même de l'aide humanitaire et même de l'aide au développement. Est-ce qu'on a une première question? Oui, là. Ah non, là-bas, à gauche. Merci, monsieur le conférencier, pour la clarté de votre exposé. Dans votre introduction, vous avez parlé des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, que le Programme des Nations Unies pour le développement a fixé à quasiment tous les pays pauvres d'Afrique. Et les objectifs devaient être atteints à l'horizon 2015. On est en 2016. Je voudrais savoir si au Burkina, les objectifs ont été atteints, au moins dans certains secteurs, notamment l'éducation, la santé. Je vous remercie. Merci. Alors, oui, pour certains secteurs. En particulier, pour tout ce qui est... J'étais en train de chercher les diapos, il y a les différents objectifs, je l'avais mis au début. Voilà, c'est ce qui apparaît en haut à droite. Oui, pour ce qui est infrastructure. Pour ceux d'entre vous qui vont au Burkina régulièrement, depuis 5 ans, le Burkina a totalement changé. Il y a des routes absolument pratiquement partout, notamment vers l'ouest. Il y a eu un effort qui a été fait par les Américains, par l'Union européenne, dans le cadre de cet objectif du militaire pour le développement, qui est considérable. Oui, pour un certain nombre d'équipements des villes aussi, en particulier les réseaux d'assainissement qui ont fait énormément de progrès. Oui, pour le domaine de la santé, au moins pour les grandes villes. Beaucoup moins pour les campagnes, en particulier l'objectif de souveraineté alimentaire en brousse n'est pas atteint et très loin d'être atteint. Il y a une très grande vulnérabilité au changement climatique et la moindre variation des précipitations plonge dans la disette des millions de Burkinabés. Et en plus, vous le savez très bien, et il y a eu beaucoup de conférences sur le sujet ici, j'y reviens pas, mais le Burkina quand même vient de traverser un an et demi un petit peu compliqué. Qui nous a donné une leçon de démocratie. Moi, je suis très admiratif. J'étais au Burkina quand Blaise est tombé, j'étais au Burkina quand Diane Déré a fait le coup d'État, et j'étais malheureusement au Burkina au mois de janvier quand il y a eu l'attentat dans l'hôtel de Ouaga. Moi, je suis très admiratif de la société civile burkinabé, mais il est difficile de se battre pour ses droits, pour sa liberté, pour la démocratie, en même temps de se battre pour développer le pays. Donc, ce que l'on peut souhaiter, la nouvelle équipe de Kaboré semble... Voilà, qui est une équipe qui est très intégrée pour les gens du Nord. C'est des anciens hauts fonctionnaires internationaux, anciens ministres, etc. Alors, on pourrait dire, bah oui, ça n'a pas vraiment changé, les anciens ministres de Kampaoré sont toujours là. Il faut aussi voir que c'est quand même plutôt bien pour le
pour le pays, pour la sécurité. On n'est pas dans un contre-modèle hein, qui était formidable, hein, le modèle de Sankara, mais voilà. Pour le moment, il faut que le pays reparte. Et je crois que ça, c'est plutôt rassurant. Et regardez, il y a eu quand même un grand nombre, hein, très récemment. Notre Premier ministre a été au Burkina Faso. Alors, il y avait des raisons sécuritaires, mais pas seulement. Hein. Et oui, moi, je suis assez optimiste hein, dans la mesure où la démocratie triomphe. Hein. C'est un pays qui change à toute allure. Oui, bonjour, Jean-Pierre Triboulet. J'aurais souhaité que vous précisiez un peu l'appréciation des ONG par rapport à l'aide publique internationale et bilatérale, comme par exemple France-Burkina. Parce que vous avez apprécié en termes positifs l'administration burkinabé dans les différents secteurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre le niveau de l'administration burkinabé aujourd'hui et cette aide publique au développement qui, pour une partie, se consacre à l'appui institutionnel, donc aux services, et pour une autre partie au financement des grands ouvrages structurants du pays. Merci. Pour vous donner une idée, mais vous avez les chiffres hein, sur France Diplomatie, sur la page Burkina Faso. Entre 2013 et 2015, il y a eu à peu près 400 millions d'euros hein, qui sont allés, dans le cadre de l'aide bilatérale, hein, qui sont allés de la France vers le Burkina Faso. Une des grandes difficultés qui était soulignée par l'ambassadeur, enfin celui qui fait office d'ambassadeur, parce que les ambassadeurs n'ont pas été nommés, Monsieur Sangaré, hein, que j'ai rencontré la semaine dernière au CUF, c'est que pour le moment, il y a un échelon qui est l'échelon des mairies, hein, qui n'est pas pourvu, parce que les élections le 22 mai, mais au niveau de dans le découpage, toutes les communes rurales ou urbaines ont également un préfet. Et en fait, ça n'a pas empêché et d'ailleurs, même très souvent, c'était plus efficace hein, l'aide qui est passée au niveau des préfets, c'est-à-dire au niveau de représentants de l'État dans un endroit que par rapport au maire. Alors, oui, j'étais assez positif pour l'administration burkinabé, au point de vue au niveau des services de l'État. Enfin, pour un peu connaître le Cameroun aussi, je veux dire, le Cameroun, c'est extrêmement difficile de travailler. Je veux dire, du portier jusqu'au chef de service. Hein, c'est un parcours du combattant de distribution de billets, de prébendes. Il y a une corruption qui est tellement instituée en système hein, que c'est très difficile de travailler. Ça veut dire qu'il faut sans doute y rester très très longtemps, être intégré, avoir des réseaux, etc. Ce qui n'existe pas au Burkina. Par contre, au niveau des mairies, là oui, hein, il y a une qualité, surtout dans les communes rurales, hein, il y a une qualité des maires hein, qui pose problème et qui est très souvent dénoncée à la fois par les maires hein, et aussi par les populations. Et ce que nous a dit M. Sangaré, hein, dans la mesure où pour la première fois au Burkina Faso, il y a un ministère de la coopération décentralisée et de l'aide internationale, hein, c'est dans le nouveau dispositif hein, qui a été mis en place au mois de janvier, ils nous ont dit, bon, parole de diplomate, hein, parole de responsable politique, mais qu'ils allaient être extrêmement attentifs dans la validation des candidatures de ne pas valider des candidatures de maires trop corrompus que l'on sait, etc. Donc là aussi, voilà, c'est un pays qui bouge, je ne peux pas vous dire. On a une question à gauche là-bas. Bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Thibaut, je suis étudiant ici, je fais partie de l'association humanitaire SOS, qui a beaucoup de projets internationaux et je pars cet été au Burkina Faso donc pour un projet d'aide à l'enfance et d'éducation à Fara dans le sud-ouest. Et je vois que vous avez beaucoup parlé du problème de manque d'information et de préparation au niveau donc de la connaissance de la culture, des comportements et des valeurs. Je veux savoir s'il existe des formations et donc pour justement partir formé et arriver en étant plus à même de comprendre la situation sur place pour résoudre tous les défis humanitaires. Merci. Oui, tout à fait, il existe plein de trucs et déjà, j'étais en train de chercher la carte. Je vous invite à vous mettre en relation avec le réseau Resacop, hein, qui est un formidable réseau. Enfin, il y a des gens qui sont formidablement compétents. Ils ont un site qui est très bien fait et c'est leur boulot de vous accompagner. Demandez leur rendez-vous, surtout en plus si
vous avez déjà eu le financement, hein, et vous aurez un chargé de mission qui va vous mettre tout de suite en relation avec les ONG, les autres ONG françaises qui interviennent dans le même domaine. Contactez-les. Si vous voyez qu'il y a concurrence d'action par rapport à un même village, construisez un projet qui soit complémentaire, mutualisez vos actions. Oui, il y a énormément d'informations. En plus, je veux dire, le Burkina, ça a été la France. Hein. Enfin, voilà, c'est toujours un peu la France. Allez sur le site de l'IRD, hein, vous avez en ligne gratuitement, vous avez sur un plan culturel, économique, vous avez une bibliographie absolument démentielle. Tapez, vous allez près de Bobo, si j'ai bien compris, non? Ah, oui. Voilà, bon, faites attention, Bobo est toujours en zone orange, hein, donc il faut quand même que vous passiez au moins signaler votre présence à l'ambassade. Mais vous avez une bibliographie qui est absolument extraordinaire, qui est fait l'ancienne Oxfam, l'IRD. Donc voilà, enfin, surtout vous êtes étudiant, quoi. Je veux dire, vous avez totalement le réflexe de vous informer. Et après, partez pas sans ça, quoi. Et surtout, allez voir Resacop, hein, qui tout de suite vont vous appuyer, hein, et vont vous dire quoi faire. Françoise Lapierre, vous n'avez pas parlé, je ne sais pas combien il y en a, des associations locales burkinabées. Parce que j'ai une amie qui travaille à l'IRD à Ouagadougou sur un contrat local, hein, puisqu'elle est mariée là-bas. Et elle appartient à Kebania, qui est une association de femmes qui n'est pas qu'à Ouagadougou et qui est sur l'autodéveloppement des femmes, etc. Donc je voudrais vous poser la question parce que je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a effectivement d'organisé au point de vue association au Burkina. Et puis juste une autre réflexion, vous avez montré Ouaga 2000, bon, c'était quand même une opération pour la tenue d'un sommet, si mes souvenirs sont bons, la tenue d'un sommet à Ouagadougou. Donc c'était un truc totalement, j'allais dire, qui avait aucune prise avec la population, quoi. Voilà. Merci. Pour répondre à votre question, alors il y a en ce moment un inventaire en cours, hein, de toutes les ONG burkinabées. Et ce qui est très difficile dans les ONG burkinabées, c'est de voir quelle est la part des vraies ONG burkinabées ou des fausses ONG burkinabées. Je vous explique. Ou une association, mais pour moi ONG, je mets toutes les assos, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir des financements, il faut que ce soit les partenaires du Nord, enfin français, allemands ou belges, etc. Oui, mais pour qu'une association du Nord puisse avoir un financement, il faut qu'elle montre qu'elle a un partenaire au Sud. Et donc très souvent, à l'initiative des partenaires du Nord, il va y avoir la création d'une ONG doublon par le Sud, qui en fait n'a d'existence, qui ne sert un peu de caisse, qui n'a d'existence que finalement parce que l'ONG du Nord arrive. Et après, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a la société civile burkinabé est très très associative, très très active, et il y a énormément d'associations de type loi 1901, enfin, ou d'ONG qui sont uniquement burkinabés et qui, comme nous, vivent, ont des projets, remeurent, revivent, etc. Mais il y en a énormément et qui cherchent évidemment des financements auprès d'autres acteurs du Nord. Mais oui, hein, il faut, et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer, bien évidemment. Alors, pour la partie de retransmission Internet, c'était la dernière question. Après, on va continuer. Juste rappeler que M. Sajaloli, qui est donc d'Orléans, a un congrès à la fin du mois. Si vous voulez en dire quelques mots avant la fin, du 31 mars au 2 avril. Juste un petit peu de publicité. J'organise un colloque sur l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Conception, diffusion, du 31 mars au 2 avril à l'université d'Orléans. Et en particulier le samedi matin, voilà, on est plutôt entre nous, tout le monde est le bienvenu, mais dans les autres jours, mais c'est plutôt des trucs un peu pédo, agronomie, etc. Mais le samedi matin, c'est une table ronde avec toutes les ONG, tous les réseaux, avec le CUF. Et l'idée, c'est que les résultats, la recherche qui ont pu être, voir comment on peut le transférer aux acteurs de la solidarité internationale. Je pense que mon mail doit traîner quelque part dans le... Voilà. Et sinon, voilà, venez me voir, hein, et vous êtes évidemment les bienvenus dans cette manifestation. Voilà, pour la partie retransmise, on s'arrête là, on conclut là.
Par contre, bien sûr, on va rester ici, donc vous pouvez, de manière plus informelle, on va pouvoir continuer à parler. Merci.